Alors le propos de la présentation, c'est essayer de comprendre s'il y a des différences en fait sur les langages eux-mêmes, sur les langages informatiques eux-mêmes en tant que consommateurs d'énergie. Est-ce qu'il y a des langages qui sont plus consommateurs, intrinsèquement plus consommateurs d'énergie que d'autres en fait? Et si possible de savoir ça, dans quelle mesure, est-ce qu'on peut évaluer des proportions, et puis éventuellement dans un deuxième temps essayer de comprendre pourquoi il y a de telles différences. Alors quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai établi 3 critères. C'était, si possible, d'avoir des études qui aient un protocole correctement décrit de comparaison entre les langages, du point de vue énergétique. Si possible, une publication, plutôt des publications scientifiques à comité de lecture, qui a une reconnaissance par les pairs que ce travail scientifique-là a une valeur. Et puis, si possible aussi, que ça soit quelque chose de perçu comme récent, enfin que ça soit une étude relativement récente, qui intègre les langages les plus récents. Et quand j'ai commencé à chercher, en fait, pour répondre à ces 3 critères, j'ai trouvé tellement peu d'études qui répondaient à ces 3 critères qu'en réalité, j'en ai trouvé qu'une seule. C'est celle-ci, qui a été faite par 4 chercheurs portugais, qui a fait l'objet d'une présentation à la conférence qui est indiquée ici, en 2017. Donc c'est une publication qui date de 2017. Et qui a été publié dans le recueil de la conférence. Alors, il y a eu quelques mises à jour sur l'étude elle-même. Donc là, il y a le DOI de la publication. Là, c'est le lien vers la publication elle-même. Et puis, il y a le site officiel de l'étude. Et puis, il y a le GitHub qui est relatif à l'étude. Alors, je vais essayer de rentrer un petit peu dans les détails. Alors, l'étude, elle a été pensée de la manière suivante. En fait, il y a une sorte de consortium à propos de génie logiciel qui s'appelle le CLBG et qui collecte pour chaque langage les codes un petit peu optimisés pour des problèmes donnés. Pour un problème d'arbre binaire, pour un problème d'interaction entre 2 processus, pour des problèmes spécifiques liés aux expressions régulières. Pour chaque langage collecté en fait par ce consortium, on établit quel est le code optimal, quel est le meilleur code possible pour traiter ce problème-là. Et le nombre de langages qui sont intégrés dans le CLBG, il est de 28, très exactement. Et alors, la première façon de les catégoriser, et ce qui est fait en fait d'ailleurs dans l'étude, mais il y a 1000 façons de catégoriser des langages informatiques, c'est de faire une approche par type de paradigme. Donc ça peut être un langage impératif, donc clairement ce qu'on appelle un langage procédural, ce qu'on connaît le mieux. Il y a les langages fonctionnels, donc c'est les langages par évaluation de fonctions, sans affectation à des variables en fait. Donc on évalue de proche en proche. Un exemple c'est Lisp par exemple. Les langages orientés objets et les langages de script. C'est une distinction qui est assez critiquable en fait parce que l'une des premières remarques qu'on peut faire c'est qu'un langage peut être dans plusieurs de ces catégories. Typiquement Rust est un langage impératif. Mais c'est aussi un langage fonctionnel, fortement fonctionnel. C'est aussi un langage orienté objet. Et donc orienté objet au sens de la programmation orientée objet, c'est-à-dire qui a les critères d'encapsulation. On va définir un concept dans une classe et cette classe, ses propriétés seront les attributs de la classe et ses méthodes seront les comportements de cette classe. On pourra instancier cette classe. Et puis avec quelques propriétés particulières comme l'héritage ou le polymorphisme. Et les langages de script, c'est les langages qui sont non compilés, qui sont interprétés par un interpréteur. Donc, première petite réserve, c'est que finalement, un langage peut être dans plusieurs catégories. Et puis que le langage de script, ce n'est pas réellement un paradigme. C'est plutôt une nature de langage.
C'est plutôt un langage de script, c'est un langage qui n'est pas compilé. Finalement, c'est ça qu'on peut se dire. Néanmoins, c'est bon, la première approche pour essayer de classer un petit peu les différents langages qui a été retenu. Donc là, les deux premiers points, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc en fait, finalement, il y a 27 langages qui ont été sélectionnés. Je reviendrai après, il y en a un qui a été éliminé. Mais donc là, on voit effectivement, vous voyez, C++, c'est un langage impératif et puis c'est un langage orienté objet. JavaScript, un langage de script, mais peut être vu et est un langage orienté objet, même s'il ne l'est pas totalement d'une certaine manière. Enfin, vous voyez, la plupart des langages qu'on voit ici sont, peut-être pas la plupart, mais enfin plusieurs sont dans au moins deux catégories. Alors, pour choisir ces langages, ce qui a été fait, c'est d'essayer de s'intéresser aux 28 langages qui sont supportés par le CLBG. Et on est passé à 27 parce que Smalltalk a été éliminé, parce que c'est un compilateur propriétaire. Et dans cette mesure-là, il y a une partie du compilateur dont on n'a pas le code source. Donc c'est quand même relativement délicat ensuite d'interpréter les performances. En l'occurrence, l'étude s'intéresse au temps. Est-ce que le langage est rapide? À l'énergie? Est-ce que le langage consomme beaucoup d'énergie? Enfin, quelle est l'énergie susceptible d'être consommée? Et puis à la mémoire, à l'usage de la mémoire. Et donc, pas avoir accès à une partie du code du compilateur, typiquement sur l'allocation mémoire qu'on va avoir dans un code, c'est un petit peu délicat ensuite d'analyser les choses finement. Donc, a été fait le choix d'éliminer Smalltalk. Et par ailleurs, CLBG fournit une série de problèmes. Ils ont tous été gardés. C'est 13 problèmes, très différents par nature, des problèmes auxquels, pour chaque problème, on a un algorithme optimisé dans chacun des 27 langages. Donc, par exemple, les problèmes qu'on peut avoir, on a, comme je mentionnais, là, les arbres binaires. Donc là, en l'occurrence, le problème, c'est de créer cet arbre binaire, d'allouer cet arbre binaire en mémoire, de le parcourir. Alors, je ne sais pas exactement, il y a plusieurs façons de parcourir un arbre binaire, mais soit verticalement, soit horizontalement, enfin en largeur, disons. Et je ne sais pas exactement lequel est-ce. Et puis ensuite, de désallouer la mémoire relative à ces arbres binaires avec un certain nombre d'inputs. Donc pour binary tree, là, c'est, semble-t-il, 21 nœuds de cet arbre, dans cet arbre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des choses sur l'analyse de l'ADN. On a des choses sur Mandelbrot, donc génération de fractales. On a de mémoire, on a des choses relatives. Alors, regex redux, c'est relatif à l'analyse de l'ADN, mais avec une approche par expression régulière. Voilà, on a ces problèmes qui sont supposés, l'ensemble de ces 13 problèmes, représenter des usages très divers et qui regroupent un petit peu tout ce qu'on peut faire en code, tout ce dont on a besoin en code. Donc pour chacun de ces 13 problèmes, on a l'implémentation optimisée dans chacun de ces 27 langages qui ont été sélectionnés. Alors, ensuite, dans le protocole toujours, il y a comment on va commencer à mesurer les choses. Alors, le benchmark, c'est-à-dire de faire tourner chaque algorithme de chaque langage sur chacun de ces 13 problèmes, chacun a tourné sur la même machine. Donc il y a un Ubuntu Server 16, donc l'étude date de 2017, c'est pour ça. Et ensuite, la mesure, je ne l'ai pas précisé pour la rapidité, mais la mesure en temps, en mémoire et en consommation énergétique, c'est pour les 3 des fonctions système qui permettent de faire ça. Pour la consommation énergétique, c'est les fonctions système RAPL qui permettent d'évaluer sur une exécution donnée, entre un début et une fin d'exécution, la consommation d'énergie qu'on a pu avoir, en l'occurrence en joules.
Et donc, pour la mesure énergétique, précisément, les résultats sont obtenus en joules. Donc, le joule, c'est quand même c'est 1 watt pendant 1 seconde. Je pense que la définition physique, c'est l'échauffement d'un certain volume d'eau de 1 degré Celsius, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est quand même moyennement, voire très peu inscrit dans la vie quotidienne, quoi. Et donc à titre d'exemple, une simple recherche Google, ça représente à peu près 1000 joules. 1000 joules, c'est ça en kilowattheure. Kilowattheure qui est un truc quand même un peu plus quotidien. On a un petit sens d'expérience utilisateur, si je puis dire, du kilowattheure, ne serait-ce que parce qu'on reçoit des factures d'électricité, etc. Alors, la consommation moyenne mensuelle d'un foyer en France, c'est un ordre de grandeur, hein, c'est environ 400 kWh pour donner un petit ordre d'idée, ce qui sera intéressant pour la suite. Alors, bon, le benchmark se met en place et donc on obtient des résultats pour chacun des 13 langages et pour chacun des 27 langages et pour chacun des 13 problèmes. Et là, par exemple, on a le résultat pour ce petit problème d'arbre binaire qu'on voyait tout à l'heure. Donc, on obtient un certain nombre d'informations sur la dépense énergétique, sur le temps passé, en millisecondes, hein, je suppose, et sur l'espace mémoire qui a été nécessaire. Qu'est-ce qui a été alloué en mémoire pour faire cela. Donc là, je prends juste un petit exemple avec le langage C qui arrive en tête, hein, qui est le moins énergivore, et en comparaison avec JavaScript qui ne doit pas être si mal, qui est dans le 3e tiers, disons, mais au début du 3e tiers, qui est à 312 joules. Donc ça fait un différentiel d'environ 270 joules. Et si on prend par exemple ce qui se fait beaucoup maintenant hein, dans le développement logiciel, c'est une approche par microservices, des architectures de microservices. Quand on développe un microservice, on est quand même dans une approche relativement modulaire. On a un choix technique qui permet de choisir un langage plutôt qu'un autre. Avec plein d'autres contraintes, il y a plein d'autres critères qui vont guider telle ou telle technologie, mais on est plus libre que dans une application monolithique où il y a eu un choix de départ fait technologiquement et on va pas revenir comme ça très simplement. Donc un microservice, si on prend des grands sites marchands ou les réseaux sociaux, chez Twitter ou chez Amazon, des microservices, il y en a des centaines. Il y en a des centaines, alors qui tournent sur des infrastructures différentes autour de la Terre, mais c'est toujours le même code pour un microservice donné. Donc si on imagine un microservice qui est sollicité globalement 1 million de fois par jour, ce qui est plutôt une tranche relativement basse, on voit que ça fait une différence qui n'est pas si importante, de 2250 kWh par mois d'économie, donc à peu près 5 d'ailleurs, 5 foyers français, la consommation de 5 foyers français, pour un seul microservice. Donc on pressent quand même qu'il y a un petit enjeu plutôt contre-intuitif, parce que ce qu'on entend en général, c'est un sujet qui est très très peu abordé, en fait, la consommation énergétique des langages. Et puis l'image d'Épinal, c'est plutôt que tel langage ou tel autre langage, ça ne change pas grand-chose. Là, on pressent quand même que ça change sans doute un peu plus que pas grand-chose, quoi. Donc là, je place juste le lien pour donner un exemple d'implémentation pour le binary tree, en l'occurrence pour Python. Voilà, c'est pour que ça soit dans la présentation. Je ne vais pas forcément vous le montrer tout de suite. Je précise effectivement qu'une architecture globale, alors peut-être moins que pour un microservice, mais que ça obéit à plein d'autres critères, un petit peu comme les 3 catégories hein, finalement. Hein. On va choisir les 3 catégories de la présentation de Rémi, c'est que il va y avoir des réponses techniques à des sujets techniques.
Dans des entreprises, il va y avoir est-ce qu'on a les compétences ou non? On sait que dans les services achats, y compris dans le logiciel et peut-être surtout dans le logiciel, la prise de risque individuelle incite plutôt à choisir le leader du marché sur un sujet donné pour ne pas mettre en péril sa propre carrière d'une certaine manière, quitte à ne pas choisir le meilleur et le moins cher en fait, juste parce que si vous choisissez ce qui vous semble le meilleur mais qui n'est pas le leader du marché et que ça ne se passe pas comme vous espérez, on viendra peut-être vous taper un petit peu sur la tête. Alors que si vous choisissez le leader du marché, vous direz j'ai choisi le leader du marché, quoi. Donc on ne pourra pas vous reprocher grand-chose. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte, sans doute aussi des aspects symboliques d'ailleurs, les coûts et puis le déploiement de manière générale. Et avec cette petite nuance que, effectivement, l'architecture, non pas dominante, mais qui se développe de plus en plus, surtout dans le monde du web, c'est plutôt une approche par microservices, où finalement on peut assez facilement se retrouver dans un cadre où on a beaucoup plus de liberté technologique. Mais vraisemblablement, la consommation énergétique du langage choisi rentre très peu, ou semble-t-il sans communication à ce propos, rentre très peu en ligne de compte. Alors là, c'est les résultats globaux sur les 13 problèmes, qui ont été normalisés. C'est-à-dire que pour chaque catégorie, vous voyez, le langage gagnant, qui est toujours le langage C en fait, on essaiera de comprendre pourquoi, c'est toujours le langage C qui gagne, est mis à 1, et puis ce qui permet facilement de voir que C# est 3 fois plus énergivore que le langage C. Un problème équivalent. Pour 13 problèmes représentatifs, il est 3 fois plus énergivore. Et puis avec des choses assez hallucinantes, c'est le langage Python qui est massivement utilisé, y compris en développement web, avec Django, avec Flask, est 75 fois plus énergivore que le langage C. On peut très bien développer un site web équivalent à Flask en langage C. Il suffit de mettre un binaire sur un serveur et qui produit du HTML. Ça fonctionnera. Mais ce n'est pas du tout dans les usages. Personne ou très peu de gens le font, sans doute. Donc là, c'est quand même sur l'ensemble des 13 problèmes. Sur la rapidité, par exemple, des langages qui sont, je ne sais plus lesquels exactement, j'ai peur de dire des bêtises, je crois que c'est Haskell. Haskell qui est en milieu de tableau sur la rapidité. Il est 3 fois plus lent que le langage C, mais il se situe en milieu de tableau. Donc pas terrible en réalité. Et elle est très très bien sur le problème d'expression régulière, la DNA est relatif aux expressions régulières, parce que sans doute que dans la conception du langage, je ne connais pas les détails de l'histoire du langage, mais le fait d'avoir des expressions régulières performantes devait sans doute répondre à un besoin qui fait que ça a été particulièrement soigné. Et il se retrouve tout en haut. Sur ce problème particulier, il est au niveau des meilleurs. Mais globalement, sur les 12 autres problèmes, c'est pas bon, quoi. Voilà, donc si je refais le petit exercice que j'ai fait tout à l'heure, là, sur la rapidité, toujours sur binary trees, pour Python qui est un des moins bons langages en énergie. Je suis allé prendre la valeur ici. Bon, il n'était pas terrible non plus, là. À peu près 1800 joules. Le différentiel est de 1550, et toujours avec une idée d'un microservice qui serait sollicité 1 million de fois par jour. On est à quelque chose qui commence à être très significatif par mois, à comparer avec les 400 kWh d'un foyer français. Et toujours sur un seul microservice, en sachant que les grosses firmes, et même les moins grosses firmes, ont des centaines de microservices qui tournent, surtout dans le B2B, les sites marchands, les réseaux sociaux et tout ça. Donc en fait, moi j'ai été surpris de ça en fait. Jamais on m'avait parlé de ça, et jamais j'en avais entendu parler, et jamais je l'avais vu comme un objet de débat. Alors encore moins comme un critère de choix d'une technologie. Mais c'est une préoccupation qui n'entre jamais en ligne de compte en fait. Le fait que le langage lui-même
peut avoir une forte influence sur la dépense énergétique. Alors là, c'est un tableau qui est intéressant, c'est en optimisation combinatoire, je ne sais pas si ça vous parle, l'usage de Pareto qui permet de coupler deux critères en fait. Donc là, en l'occurrence, même les trois critères à la fois. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est énergie et time, et énergie et memory. Comment se positionne la consommation énergétique par rapport à, respectivement, les deux autres critères. Donc on voit que dans le classement, énergie et time, on est à peu près pareil, mais quand on regarde finement, il y a quand même des différences. Et énergie et memory, on retrouve un petit peu les mêmes en tête et puis un petit peu les mêmes en bas, quoi. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que cette question de l'énergie, qu'il y a des langages, comme c'est observé grâce à cette étude, qui sont plus consommateurs que d'autres, on peut se demander pourquoi. Pourquoi il y a des différences ? Est-ce que c'est parce que quand un langage est très rapide, il dépense moins d'énergie ? Est-ce que c'est quand un langage dépense très peu de mémoire, est-ce qu'il dépense moins d'énergie ? On a l'observation du phénomène, mais on n'a pas tellement la raison. Ce qu'on observe quand même, c'est que les langages compilés sont les moins énergivores, comme ça, à vue de nez. Hein. On retrouve C++, C, Rust au top, quoi. Par contre, la corrélation vitesse et énergie est clairement remise en cause. C'est-à-dire que quand on prend des couples de langages, ben on arrive fréquemment où les deux sont opposés dans le sens où le langage le plus rapide des deux est aussi le plus énergivore. Assez facilement, on peut démonter le fait qu'il y ait une réelle corrélation entre vitesse et énergie. C'est-à-dire que le fait, et ça aussi c'est sans doute un peu un lieu commun, mais qui est probablement erroné, c'est qu'il y a un langage qui est rapide, qui traite le problème très rapidement, va pas forcément être peu énergivore. Par contre, la corrélation usage mémoire-énergie, elle est observable. On voit que ça, on n'identifie pas, par exemple, quand on prend un couple 2 à 2, on n'identifie pas comme ça une inversion sur l'un des deux critères. C'est-à-dire que si on prend un couple 2 à 2 de langage, eh bien, ça sera le même langage qui sera à la fois, qui fera l'usage de la mémoire le plus modéré, et puis qui dépensera le moins d'énergie. Donc il y a quelque chose, dans l'explication, il y a quelque chose autour de l'usage de la mémoire. Donc c'est ça que j'ai essayé de comprendre. Avec cette précision-là, effectivement, on trouve surtout des langages compilés en tête, mais au-delà du fait qu'ils soient compilés, on trouve surtout des langages où la gestion de la mémoire est laissée à la main du développeur. C'est-à-dire qu'on a on a un pouvoir fort sur le fait d'allouer la façon dont on alloue les choses dans le tas, en fait, ce qu'on appelle le tas, donc dans le heap, c'est-à-dire là où on alloue dynamiquement de la mémoire. Et la raison de ça, très probablement, c'est que dans la plupart des langages, on a assez peu la main sur les aspects mutables et immutables d'une variable, d'un type. C'est-à-dire que si vous prenez Python, tous les types, j'allais dire presque, mais tous les types sont immutables. On entend comme par immutable le fait que j'alloue une chaîne de caractères. J'alloue la chaîne de caractères Palo. Elle va être en mémoire. Je schématise un peu, ça prend 4 cases en mémoire. Et puis, j'ai une autre chaîne de caractères, c'est la chaîne de caractères IT. Donc deux cases. Le fait que la logique intuitive voudrait que si j'ai envie de concaténer les deux, je vais coller en mémoire les 4 cases et les 2 cases. Mais ça, ce n'est pas possible avec un langage qui a des types immutables. C'est-à-dire qu'au moment où je vais faire cette concaténation, je vais faire la copie des 4 premiers, la copie des 2 autres, pour créer cette concaténation. C'est-à-dire que je ne peux pas modifier ce qui est déjà alloué. C'est ça l'aspect immutable.
Donc en fait, tous les types élémentaires, int, float, string, ce que vous voulez, sont immutables dans un langage comme Python. On a des structures de données, des conteneurs qui sont mutables, heureusement d'ailleurs, comme la liste par exemple, qui est un peu le pendant mutable du tuple. Il y a le set aussi, c'est l'ensemble, c'est la notion d'ensemble, c'est l'idée de dire j'ai un ensemble de choses qui permet de faire comme en logique. J'ai deux ensembles, je peux facilement obtenir l'intersection. Donc il y a une structure de données en Python qui est très peu connue, que moi je n'ai absolument jamais utilisée, qui est le frozen set, qui est le pendant immutable du set. Enfin, tout ça pour dire que dans un langage comme Python, mais c'est le cas dans la plupart des langages interprétés, et bien en fait, des choses mutables, c'est-à-dire des choses qui vont dans la direction de l'économie de la mémoire, ou de la possibilité de l'économie de la mémoire, et bien il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Au contraire, les langages, certes compilés, mais c'est surtout dans la capacité à gérer la mémoire, comme C, C++, Rust, c'est des langages où on peut avoir cette possibilité assez fine de dire, en C++, on peut allouer une chaîne de caractères en sysalloc string dans le tas, et ensuite concaténer tout ce qu'on veut en fait. C'est-à-dire qu'on va, chaque modification de cette valeur de départ qui est allouée en mémoire ne va pas impliquer des recopies de façon infinie. On va juste s'attacher à modifier ce qu'il y a déjà. On va allouer le minimum possible. En tout cas, on peut le faire. Ce qui n'est jamais le cas dans les langages qui sont tout en bas du classement. Et alors, juste pour illustrer un petit peu ça, je ne sais pas où j'en suis au niveau temps, mais je vais peut-être aller vite. Normalement, il te reste 5 minutes. Oh bah, c'est très bien. C'est très bien parce que voilà, c'était juste pour rappeler des choses sur le tas et la pile. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais quel que soit le langage que vous faites, tout se passe comme ça dans un ordinateur. Il y a une pile et il y a ce qu'on appelle le tas. Heap en anglais, stack en anglais pour la pile. Et là, typiquement, c'est qu'est-ce qui se passe en Rust quand on alloue une chaîne de caractères. On a la possibilité qu'elle soit immutable, mais un petit mot-clé qui mute, qui permet de décider que telle chose est allouée de façon mutable. Vous voyez, il y a l'adresse chaîne 3 vers l'emplacement dans le tas, la longueur courante, et puis, sur la case encore au-dessus, la capacité. La capacité, donc là, ça veut dire qu'on est au maximum de ce qu'on peut. Mais on peut tout à fait modifier la capacité, allouer une nouvelle case, et puis, pourquoi pas y mettre quelque chose. Ça rend à peu près tout mutable, et donc, ça permet d'avoir cette possibilité de ne pas être esclave, comme dans un langage comme Python, du fait que dès que je vais vouloir concaténer, retirer un caractère d'une chaîne de caractères, faire quoi que ce soit sur la chaîne de caractères d'origine, pour prendre que l'exemple de la chaîne de caractères, forcément, je vais faire une recopie de la cible. Il y aura une cible. Donc, vous voyez, sur 5-6 lignes, on va faire un traitement de chaîne de caractères. Là où Rust va être à 1, Python sera à 65. S'il y a un certain nombre d'opérations sur les chaînes de caractères. Et ben voilà, moi j'en ai fini. Parfait. Et bien ça clôt de façon définitive la DEFCON de Lyon. Voilà, à côté, ils ont déjà fini il y a 5 minutes. Ah d'accord. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, on a le temps pour une question. En C-Sharp, les chaînes sont immutables. Il y a une différence de performance entre C-Sharp 3 et 64. Alors, en C-Sharp, la grosse différence, c'est que C-Sharp, à l'instar de Java, en fait, on est sur une machine virtuelle. C'est très différent de compiler du C++ ou du Rust, où on va avoir du binaire, quoi, du langage machine, en quelque sorte, directement. Donc, je pense que les défauts de performance, ils sont attribuables à ça. Il faudrait creuser un petit peu, mais je pense que c'est
c'est la piste. Je suis en train de réfléchir sur ce que vous dites sur l'aspect immutable. En fait, j'en suis pas tout à fait persuadé. Faudrait vérifier. Je pense que le développeur a l'illusion que c'est immutable. Du côté développement, si vous faites string a égale Toto, guillemets Toto, guillemets, point virgule, c'est ça qu'on écrit en C#, et que vous faites a plus caractère B, quoi, disons, on a l'illusion que finalement on a collé les choses, on a concaténé les choses, mais en mémoire, je ne suis pas persuadé que c'est comme ça que ça se passe. Mais j'en suis pas tout à fait sûr. Sur ce point précis, je préfère pas aller plus avant, je suis pas tout à fait sûr. Mais c'est à chaud comme ça, c'est ce que je suppose. Oui, si vous avez rajouté de manipulation du code abstrait à un moment donné, enfin déjà deux générations, c'est ce qui se passe dans C#. De toute façon, si vous perdez de performance, ça c'est forcé. Donc voilà. Et pourtant, le compilo de C# est quand même de bon niveau. Faut pas croire. Mais vous aurez toujours une perte, ça c'est sûr et certain. Après, il faudrait tester les toutes dernières versions de C#. Bah, là, ils ont annoncé la preview de la prochaine version de cet automne. Mais voilà, après, vous touchez les pertes, mais vraiment la marche à ce niveau-là. Une autre petite question, ou c'est bon pour vous? Parfait. Benoît, bah, merci à toi. Merci à tout le monde. C'était top. Merci à l'équipe technique pour la captation et le live. Merci à celles et ceux qui sont venus, à tous ceux qui nous ont suivis en streaming, évidemment. Merci à toutes les équipes de Palo IT.